Buenas, buenas tardes a todos y hoy damos la bienvenida a un invitado especial, Johan Jung, y en esta mesa de lujo pues estamos compartiéndola también con Pilar Puertas, Belén Rico también, la presidenta ejecutiva de la agrupación, y Manuel Esber, con un tema que nos propuso Manuel y que estamos ahora, digamos, los psicoanalistas bastante pendientes, que es la cuestión del doble transicional, trabajado en Francia por Roussillon y por Johan Jung. ¿Por qué elegimos este tema? Y nos pareció una idea muy interesante, y es porque la situación clínica que vivimos actualmente los psicoanalistas nos coloca frente a problemáticas que no se marcan en las situaciones clásicas que vivíamos como conflictos de la neurosis clásicas, sino que nos encontramos con una clínica muchísimo más compleja, con pasajes al acto y lo que en algunos casos pues, se llaman los trastornos narcisistas, o lo que la clínica que se trabaja por estos autores, pues los trastornos identitarios narcisistas, absolutamente interesantísimos para poder abordar los problemas que nos encontramos en este momento. ¿Qué es lo que sucede? Sucede pues que realmente estos abordajes que nos ofrecen los autores nos dan la posibilidad de encontrarnos con herramientas que, en mi opinión, antes no teníamos, y nos abren el campo pues, a un diálogo entre nosotros, los psicoanalistas, para poder precisamente encuadrarnos y encontrar en nuestra maleta, ¿no? Como decía Michael Balin, ¿no? Cuando nos encontramos a los pacientes difíciles, más recursos teóricos y técnicos para poderlo trabajar. En principio, estos pacientes, yo creo, es también lo que algunos han llamado en algunas ocasiones clínica del vacío. Pacientes se encuentran con dispersiones en la identidad, problemas de pasajes al acto inmediatos, y yo creo que lo que con este trabajo sobre el doble transicional teóricamente nos dan son unos recursos, ¿no?, muy sólidos y muy interesantes para poder enfrentarnos y encuadrarnos a ese trabajo. Por eso digo que el contar hoy con Johan Jung entre nosotros, pues creo que es un elemento realmente en el Ateneo de Madrid muy importante, ¿no? Porque creo que en los tiempos más difíciles que por lo menos en España atraviesa el psicoanálisis, el podernos reunir, el poder aportar y el poder generar un diálogo interdisciplinar, incluso con otras teorías, otras corrientes, me parece que es absolutamente fundamental, y es un poco el espíritu, como pues, que ya nos conocéis aquí en la agrupación Ángel Garma, queremos incluir, porque a fin de cuentas, pues psicoanalistas somos de la misma familia, y los abordajes multidisciplinares nos van a dar, desde luego, muchas más posibilidades. Dicho esto, voy a dar la palabra un momento brevemente a Belén Rico, a mi izquierda, para que también nos dé la bienvenida, y deciros pues que, como ya sabéis, aquí en el Ateneo de Madrid, en esta agrupación, tenéis vuestra casa, y agradecer pues también a Pilar Puertas que esté con nosotros. Hace poco tuve la oportunidad en el Congreso de la PN de escucharla, precisamente trabajó un interesantísimo trabajo donde aplicaba estas cuestiones vinculadas a lo que hoy nos trae el doble transicional, y a Manuel Esber porque realmente es un lujo tenerle como editor y que recoja en castellano estos trabajos que realmente para los que no somos no dominamos el francés, por ejemplo, no soy realmente útil. Gracias, y paso la palabra a Belén. Muchas gracias. Bueno, solamente dar las gracias, como siempre, a Manuel, que siempre es un ateneísta comprometido, además de un gran profesional. Las propuestas que siempre tiene a la agrupación Ángel Garma, que como espacio psicoanalítico por el que luchamos aquí en el centro de Madrid, tener un pequeño huequito para poder ser libres en cuanto a la expresión del psicoanálisis, pues yo quiero agradecerle a Manuel como ateneísta y como colega y como amigo nuestro siempre estas propuestas tan interesantes, porque además creo que la editorial Simática
es una editorial que hay que tener en cuenta porque sus publicaciones son absolutamente excelentes. Y no lo digo porque seamos ateneístas y colegas, sino porque además es cierto, cada vez los títulos son más arriesgados y siempre creo que en el Ateneo, cuando se hace una presentación de un libro de la editorial Simática, tiene una gran acogida. Por lo tanto, la invitación que hoy se ha trabajado Manuel para el Ateneo, él personalmente, aunque sea dentro de nuestra agrupación, para traer a Pilar, que efectivamente, igual que a Alfonso, yo la recuerdo su magnífica ponencia en el último congreso, y poder contar con el autor del libro, pues creo que podemos pasar una tarde de Ateneo muy buena. Así que gracias a Simática y a Manuel por tu colaboración. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso y Belén. Como siempre, muchas gracias al Ateneo por acoger a Simática y las presentaciones que hacemos. Tengo más agradecimientos que hacer porque este es un libro que ha sido, como en general ocurre, pero en este caso más, porque es un libro escrito inicialmente en un idioma que no es el español, por lo tanto ha requerido un trabajo de traducción, un trabajo de revisión. Entonces quiero agradecer al equipo de traducción que ha sido hecho por Pilar Puertas, que la tengo aquí a mi lado, que además ha escrito el prólogo, con lo cual ella va a ser la que presente el libro. Quiero agradecer también a Nazaret Grijalva, que ha ayudado muchísimo en las revisiones para que finalmente el texto esté en un español pulido. Creo que sí, se ha logrado. Y quiero agradecer especialmente que tenemos con nosotros al autor del libro, el doctor Johan Jung, que ha venido de Lyon, de Francia, nada menos que hasta aquí para presentar el libro, lo cual es muy de agradecer. Y luego se lo vamos a agradecer invitándole a cenar, porque es lo menos que podemos hacer, así como a algunos participantes que están aquí presentes que también quieran quedarse a cenar, porque presentar un libro siempre es como hacer un bautismo, ¿no? Hay que hacer una celebración. Pero es una celebración no solo social y cultural, sino científica. Con lo cual hemos preparado la ponencia que va a dar el doctor Johan Jung, la va a dar en francés, pero hemos preparado una traducción y vamos a poder seguir la traducción en español en pantalla, de manera que los que estáis conectados por Zoom vais a poder ver. A ver, un momento que tengo que dar, admitir, sí, es que estoy dando entrada en Zoom, que hay algunos más participantes que están entrando ahora. Bueno, el libro, El doble transicional, estamos muy satisfechos de haberlo publicado en Simática porque es un libro pionero. Es un libro dentro del campo del psicoanálisis, es muy riguroso, pero tiene la característica, no hablo como psicoanalista o como clínico, hablo como editor. Tiene la característica de una terminología novedosa, hasta el punto de que yo estoy tentado de pedirle al autor que escriba otro libro que sea un diccionario de términos, donde los términos que él utiliza en el doble transicional, lo vais a ir siguiendo cuando él dé su presentación. Sería interesante que esos términos aparezcan en una lista alfabética y estén explicados cada uno con presentaciones clínicas que ilustren el valor clínico que tiene cada término. Lo digo para ilustrar que es un libro enormemente original, que presenta desarrollos que empezaron con Winnicott, que después Roussillon ha trabajado más, pero Johan Jung, con la clínica que él tiene especializada en adolescencia, ha tenido la capacidad y la sabiduría de elaborar teorías y establecer una clínica muy detallada de cómo se construye la identidad. Tema el de la identidad, como decía Alfonso, hoy más necesario que nunca, porque estamos en una sociedad donde las identidades fácilmente entran en crisis. Hay fantasías que no había habido nunca hasta ahora, donde el que quiera puede cambiar de identidad como el que cambia de chaqueta. Y se cree que la identidad existe simplemente por el deseo puramente voluntario de cada sujeto. O sea, como si estuviera desconectada de la historia, de la evolución, de la biología, de la cultura, etc. Por lo tanto, el tema de la identidad es un tema muy pertinente y es un tema que en psicoanálisis admite un trabajo más fino del que hasta ahora se ha estado haciendo.
Por lo tanto, es muy satisfactorio, como editor lo digo, y como también como psicoanalista, la publicación de este libro, que espero que esté accesible en España y en 10 países hispanohablantes, de manera que un momento que tengo que dar entrada a más participantes que están entrando en la sala. Después, más adelante, en el coloquio, después de la presentación que va a hacer Pilar Puertas del libro, hablará el propio autor y después abriremos un coloquio al que estáis invitados todos los asistentes por Zoom. De manera que en ese momento ya daré yo una idea de cómo conseguir el libro. Los que estáis en la sala tenéis ejemplares aquí porque ha venido nuestro distribuidor y lo tenéis en la puerta, así que espero que agotéis los ejemplares que ha traído y aprovechéis que está el autor para que eche una firma. Dicho lo cual, directamente voy a dar la palabra a Pilar Puertas, que la tengo aquí a mi lado, para que presente el libro. Que es el fruto del descubrimiento de Johann Jung hace ahora unos 3 años. Como promotora de esta publicación, creo que me toca hacer un poco de historia. Estudiando la obra de René Goussillon a lo largo de los últimos 15 años, el encuentro con Johann es casi inevitable. René dirige su tesis El doble transicional en el año 2012, donde Johann desarrolla una extensión teórica de la función del doble que Goussillon había aportado en 1995 con su modelo de la dinámica intersubjetiva primaria que él denomina la homosexualidad primaria en doble. Gran conocedor de la obra de René, recordemos que las investigaciones llevadas a cabo en Lyon por Goussillon fueron impulsadas por los fracasos en la clínica de los pacientes afectados por un padecimiento narcisista. Johann va a partir de estas investigaciones sobre el trastorno identitario narcisista y elige como eje de su pensamiento la construcción de la identidad y la subjetividad, en estrecha colaboración con el objeto para entender tanto su fracaso en la organización subjetiva de base como en la interrupción de su mantenimiento cuando el sujeto se perdió a sí mismo en la ruta vital. Cuando llegó el pensamiento de Johann a mis manos, a través de su libro El sujeto y su doble, me fue acompañando un sentimiento de asombro y entusiasmo, sabedora que tenía ante mí unas pistas metapsicológicas enormemente valiosas para esclarecer la comprensión de la clínica identitaria. Una clínica que a menudo expresa el paciente con el sentimiento de vacío y que me sumía también a mí en una vivencia contratransferencial de vacuidad e impotencia. Mi entusiasmo me llevó a ponerme en contacto con él para ofrecerle la traducción de algunos capítulos de este libro que yo estaba trabajando con mis colegas en seminarios de lectura psicoanalítica que dirijo. Y con la generosidad que le caracteriza, respondió rápidamente enviándome su tesis y algunos artículos sueltos. Ahí surgió un encuentro que ha dado lugar a esta publicación. El 7 de octubre del 2022 le invitamos a que impartiese una conferencia en Bilbao y fue entonces cuando le presenté a Manuel para poner en marcha la publicación de un libro en español. La lectura de Johann me estaba proporcionando un enorme esclarecimiento en la comprensión de la identidad, su proceso y sus interrupciones, y mi deseo era que este beneficio se hiciera extensivo a mis colegas de habla hispana. Tuve el honor de hacer el prólogo y de traducir los capítulos que me iban llegando para la composición del texto con la colaboración inestimable de Nazaret Grijalva. Lo costoso del trabajo de traducción que íbamos acometiendo a lo largo del año 2023 se iba compensando ampliamente por la riqueza de pensamiento metapsicológico que se nos ofrecía capítulo a capítulo. Además, yo estaba obligada a entender en profundidad la enjundia de todo lo que tenía ante mí para realizar una traducción lo más honesta y fiel posible. Esta tarea me enriqueció doblemente.
Mi motivación para emprender este trabajo ha sido la transmisión de un pensamiento que nos permite a los clínicos contar con un modelo de comprensión y, por lo tanto, de intervención para contribuir al alivio del padecimiento narcisista identitario que no se ciñe, a mi modo de ver, únicamente a la clínica grave, sino que salpica el abanico de la psicopatología que nos ocupa en nuestro quehacer como psicoanalistas. En una sociedad como la nuestra, donde el padecimiento narcisista se va instalando, fruto de la pérdida de la autoría, que viene de autor, nunca dejaré de agradecer a Johan las herramientas clínicas que nos ha facilitado para intervenir en el alivio del sufrimiento psíquico ocasionado por el desdibujamiento identitario, muy a menudo egosintónico, que atendemos con mucha frecuencia en nuestras consultas. Creo firmemente que entender a Johan es indispensable para acometer la clínica de nuestros días. Johan nos aporta una metapsicología que nos permite adentrarnos en la complejidad de la función del objeto para posibilitar la construcción del sujeto psíquico en su organización narcisista de base y en la dinámica en doble primigenia, lecho donde anida este trabajo de co-construcción subjetiva. La dinámica, esto es muy importante porque esto lo insiste mucho Johan, tú insistes un poco y sí. La dinámica intersubjetiva que nuestro sujeto pudo disfrutar o padecer va a generar la climatología afectiva que le acompañe. Será un sujeto que estará habitado por sus luces o sus sombras. El doble transicional va a ser un referente metateórico que nos permite asomarnos a las consecuencias de esta dinámica, consecuencias que serán proporcional una tutela reconfortante y luminosa en el interior del psiquismo o abortar el desarrollo de la vivencia identitaria y encaminar al sujeto a la alienación habitado por la sombra del objeto que no le dejó ser. Su conceptualización de la vivencia identitaria él la denomina proceso identitario reflexivo subjetivante. Esta matriz conceptual lleva implícita tanto el origen de la construcción de la subjetividad con su heredera la reflexividad, donde se halla el doble transicional en su cometido especular, sosteniendo el espejo intrapsíquico como su mantenimiento cuando nos habla de proceso, y finalmente también está en esta matriz su tendencia a crecer e implementarse cuando señala que dicho proceso es subjetivante, es decir, con la capacidad de ir creando subjetividad. Entender la identidad como Johan la entiende es hacerse con las herramientas conceptuales imprescindibles para ayudar al sujeto a relanzar el encuentro consigo mismo. No quiero reclutar más atención aquí porque quiero ceder la palabra a Johan, que es la estrella de la tarde. Voy a acabar solamente diciendo cómo el modelo donde nos sumerge este texto va a empujarnos inevitablemente a otro posicionamiento asistencial con el paciente. Es un modelo donde la función del objeto analista se va a inspirar en el protagonista inequívoco del libro, que es el doble transicional. Su función en la co-construcción del sujeto psíquico será la guía de viaje de la ruta a transitar con el paciente. En la mochila tendremos que contar, por lo tanto, con los utensilios imprescindibles como son la escucha identitaria, la función especular, el afecto compartido, el trabajo psíquico de transferencia contra transferencia en doble, la investidura empática, etc. Es decir, toda la multifuncionalidad objetal que la hembra humana, en su función materna, ha desarrollado instintivamente a lo largo de los siglos para contribuir al desarrollo psíquico de la humanidad. Este posicionamiento irá generando un marco de encuentro donde anide el trabajo psíquico en estrecha colaboración con el paciente. Es un trabajo de co-construcción creativo en ambas direcciones,
cuyo fruto va a posibilitar la vinculación afectivo-simbólica del sujeto consigo mismo, pilar indispensable para relanzar el trabajo de subjetividad del yo. Muchas gracias, Johan, merci beaucoup, por este texto y toda la riqueza que vienes aportándonos con tu pensamiento. Merci beaucoup. Todos. Estoy encantado de estar con vosotros esta tarde para presentaros el libro que hemos hecho con Pilar, Nazaret y Manuel. Os pido disculpas de antemano por el idioma, pero mi español es realmente muy malo. Así que voy a tener que continuar en francés. Pero no estaréis perdidos gracias al texto que se desplazará ante vuestros ojos. Donc, je souhaite d'abord remercier les organisateurs de cette soirée et spécialement Pilar Puertas de Tejero pour les échanges que nous avons eus ces dernières années autour de ce thème du double et pour le remarquable travail de traduction réalisé avec Nazaret Pijama. Je souhaite aussi remercier Emmanuel Esbert et les éditions Simatica pour l'intérêt porté à mes travaux, qui a donné naissance à la publication de ce livre en espagnol et aussi pour la très belle conception de l'ouvrage. La publication de cet ouvrage en espagnol me donne donc l'occasion ce soir de partager avec vous ce travail qui m'occupe maintenant depuis environ 20 ans et qui n'a cessé d'être enrichi depuis grâce aux rencontres avec de nouveaux patients, à l'expérience aussi de nouveaux dispositifs de soins et bien sûr aux échanges avec mes amis et collègues. Alors d'abord, il y a eu l'écriture d'une thèse dirigée à l'époque par mon professeur René Roussillon, thèse que j'ai soutenue en 2012 à l'Université Lyon 2. Les échanges avec lui et avec sa pensée ont été une source d'inspiration importante dans le développement de ce travail. Sa créativité, comme sa rigueur métapsychologique, ont été pour moi très précieuses dans l'élaboration de ce travail de thèse. Puis, il y a eu la publication en 2015 de mon premier ouvrage aux éditions Duno, intitulé Le sujet et son double, la construction transitionnelle de l'identité. Avec ce nouveau livre, El doble transicional, subjectivación y construcción de la identidad, l'objectif a été de reprendre une partie de ce travail et de le développer, notamment à partir de mes travaux de ces dernières années sur le double, en lien avec mes travaux sur le travail thérapeutique, l'adolescence et l'approche psychanalytique de la création. Lorsqu'on travaille sur le double, je crois qu'il est naturel d'être attentif à la façon dont sa pensée sera accueillie et partagée. Et j'aurai donc plaisir à échanger avec vous après ma présentation autour des questions qui vous animent sur ce thème. Venons-en donc aux faits. La question du double m'apparaît indissociable de celle de l'identité et de la façon dont nous construisons au cours de la vie notre subjectivité et les aspects de notre personnalité dans un monde en perpétuel mouvement. L'identité est actuellement au cœur des questions sociétales comme de l'approche clinique et psychopathologique contemporaine. Elle met au centre la question du devenir sujet et de ses impasses, ce qui illustre de nombreux tableaux psychopathologiques au sein desquels le sujet se retrouve face à la difficulté de s'éprouver lui-même comme sujet, agent de sa propre vie psychique. Nous avons également affaire à une multiplication d'expressions identitaires induites par les bouleversements du monde social contemporain autour de l'autodétermination, de la déconstruction du genre, également des nouvelles technologies d'information, de la communication, du numérique, etc. Ces changements profonds impliquent aussi une transformation de nos subjectivités, de nouvelles façons d'être en lien, mais aussi de nouvelles façons de souffrir. Cette dimension sociale contemporaine me paraît particulièrement importante à considérer lorsque nous nous intéressons aux modalités de construction de l'identité et de la subjectivité au cours de l'existence. Simplement, elle ne doit pas nous faire perdre de vue
l'intimité des processus qui se trament dès le plus jeune âge entre un sujet naissant et son environnement parental et familial, en appui duquel la subjectivité cherche à s'édifier et avec elle l'identité et le narcissisme. Dans ce contexte, l'approche psychopathologique développée par René Roussillon autour des souffrances narcissiques identitaires offre un éclairage particulièrement pertinent. Ces souffrances touchent à la fois au narcissisme, c'est-à-dire l'estime de soi et la valorisation personnelle, mais aussi à la continuité et à la discontinuité de l'identité. Elle révèle ainsi les fragilités les plus profondes de l'être humain, mettant en lumière les tensions internes qui surgissent lorsque le sujet est confronté à des remises en question de son identité. Aquí está. La siguiente. Sí, pero es que la siguiente. ¿Qué pasa? La siguiente. Ça va? Oui. C'est la rencontre avec ces formes de souffrance qui m'a conduit à m'intéresser à ces questions, aussi complexes que fondamentales. Comment la subjectivité advient-elle à elle-même? Comment se construisons-nous comme sujet? Et comment parvient-on à se sentir exister subjectivement? Ce questionnement renvoie à la problématique de l'être psychique et de sa propre saisie subjective, à l'énigme de la pensée et de la subjectivité. On le retrouve également au centre de la démarche freudienne et remarquablement mise en scène, mise en perspective dans la célèbre formule « Wo es war, soll ich werden », classiquement traduit par « là où le ça était ». Le moi doit advenir. Attends un petit peu, vete para atrás. ¿Más para arriba? Sí, para atrás. Vete para atrás. Ahí, sí, ahí. Which is where. Là Aquí, où le ça aquí. était, le moi doit advenir. Eso. Ouais, Ok. ouais. En realidad, parece que, en réalité, il apparaît très complexe de se confronter à ces questions de façon directe et frontale. Mon approche a été donc de les aborder sous l'angle du trouble, dont je vais vous parler à présent en vous proposant une petite archéologie de la notion dans le champ de la psychanalyse. Ce sera l'occasion d'esquisser ce que je présente en détail dans l'ouvrage. Dans la littérature psychanalytique, le double apparaît d'abord sous la plume d'Otto Rank. Son hypothèse est que le double constitue une assurance contre la disparition du moi, un démenti énergique de la puissance de la mort. Freud reprendra à son propre compte la formule de Rank, mais ira plus loin en tissant des liens avec le narcissisme, la conscience morale et les phénomènes d'inquiétante étrangeté, dédoublement du moi, division du moi, permutation d'un moi étranger à la place du moi propre, télépathie, répétition du même, etc. De ces premières élaborations, on repère combien le thème du double constitue un champ étendu et complexe qui contient des manifestations parfois très différentes, voire opposées, en fonction du contexte et du niveau de développement de l'appareil psychique. C'est-à-dire que le double peut aussi bien prendre des formes persécutives et intrusives que bénéfiques et garantes. Plus proche de nous, Jean-José Baranès a cette formule très éclairante sur le double. Il dit, je cite, « Le double émerge là où il a pu se constituer comme toile de fond des éléments psychiques. Il y a là l'idée d'un fond psychique ou d'un fond du moi qui serait en quelque sorte tapissé par le double et qui nous permettrait de nous relier tant bien que mal à nous-mêmes. Et lorsque le double, comme toile de fond des éléments psychiques, fait défaut, eh bien le fond se retourne en figure. Et on retrouvera ici l'étendue des formes de double que nous rencontrons dans la clinique et la psychopathologie, double narcissique, persécutoire, idéalisé, autant de formes qui témoignent d'une difficulté ou d'une incapacité à se relier à soi ou à ce qui tient lieu dans notre psychisme de miroir intérieur. Ce fond psychique, réflexif, on va le retrouver non pas chez Freud ou Rank, mais surtout, et après Lacan, chez Winnicott, lorsqu'il décrit ce qu'il appelle le rôle de miroir de la mère. On connaît la phrase célèbre de Winnicott, « Que voit le bébé lorsqu'il regarde sa mère? En général, si tout va bien, lui-même, nous dit Winnicott. En tout cas, à condition que ce que son visage exprime soit en relation directe avec ce qu'elle voit. » Autrement dit, et paradoxalement, le sujet se trouve, crée lui-même là où il est reflété par l'objet comme double. L'investissement de l'objet
coïncide ici avec l'investissement de soi. On a là, avec le rôle de miroir de la mère, quelque chose qui, dans la rencontre primaire avec l'objet, va constituer ce que l'on peut repérer comme les prémices d'un double créateur de soi. C'est-à-dire qu'au cours des premières étapes de la construction identitaire, la mère ou le parent permet à son bébé de se chercher et de se trouver dans ce qu'elle lui renvoie en lui permettant une première saisie de ses états internes. Le bébé et sa mère, et plus largement son environnement, établissent et nourrissent donc un lien en double. La mère reflète le bébé qui reflète la mère. Se trame alors une dynamique relationnelle en double où s'expérimente le plaisir de la rencontre, le plaisir de se trouver créé dans l'autre ou d'être trouvé créé par l'objet. C'est un processus qui fonctionne dans les deux sens, mais de façon non symétrique. Cette dynamique du double va être fondamentale pour permettre à l'enfant de se constituer une première ébauche d'identité, une première forme de ce que Winnicott appelle un sentiment continu d'exister, feeling of being, ou pour passer, comme le suggère Bernard Goels, d'un sentiment d'être à un sentiment d'exister. On le voit, cette notion de double renvoie fondamentalement à l'identité en tant qu'il est son complément indispensable, mais aussi l'indicateur de son dysfonctionnement dans les formes de souffrance narcissique identitaire. Ce type de souffrance, on va la retrouver dans de nombreuses cliniques, chez les jeunes enfants comme chez les ados, et au-delà, à chaque fois que la question de la délimitation de soi et du sentiment continu d'exister se trouvera mis à l'épreuve. Dans ces conjonctures cliniques, on peut dire que la souffrance identitaire se traduit concrètement par une blessure de l'être qui entrave la réflexivité interne. Le sujet ne parvient plus ou difficilement à se relier à son miroir interne, à se sentir ou à s'éprouver lui-même vivant. En appui sur plusieurs auteurs, Winnicott, Stern, Roussillon, Guy Lavallée et d'autres, j'ai proposé de rassembler sous le concept de doble transitional cette catégorie de processus à partir de laquelle le sujet s'édifie subjectivement en appui sur la fonction miroir des objets de l'environnement. Ces différents processus s'étendent donc des expériences en trouver-créer constitutives du narcissisme primaire et donc d'un premier noyau identitaire à la construction d'un miroir psychique intérieur comme lieu du rapport à soi et de l'expérience identitaire. On pourrait le dire autrement, le double serait cet objet privilégié à partir duquel le sujet, et par là même son identité, se co-construit et se co-subjective dans les liens qui l'unissent à l'environnement. De ces expériences en double avec l'environnement va se construire progressivement un fond réflexif, un double endopsychique, fruit de l'intériorisation de la fonction réfléchissante de l'objet. Et on peut ajouter que plus ce fond réflexif est établi en cohérence avec les besoins subjectifs du sujet, eh bien, moins le sujet aura besoin de chercher par la suite un double à l'extérieur, d'aller voir ailleurs, se faire voir, se faire sentir ou se faire aimer par un autre. Cette forme intermédiaire de double permettrait de rendre compatible ou d'harmoniser l'expérience du même et l'expérience de l'autre. C'est-à-dire que le bébé, le sujet naissant, doit pouvoir rencontrer lui-même là où il rencontre de l'autre. Il doit pouvoir s'éprouver lui-même comme agent de son propre moi naissant au contact de l'environnement. Selon cette approche, le double peut être situé au carrefour de l'intrapsychique et de l'intersubjectif, ce qui illustre remarquablement la figure du dieu romain, Janus, qu'on va retrouver sur la couverture de l'ouvrage. Dans la mythologie romaine, Janus est le dieu des transitions, des passages et des seuils. C'est aussi le dieu des commencements et des fins. Janus est une divinité représentée avec deux visages opposés, l'un tourné vers le passé et l'autre vers le futur. Selon Ovide, à l'origine et au moment où les éléments ne formaient plus de masse, Janus s'appelait Chaos. C'est au moment de la séparation des éléments que Chaos devint Janus. Ces deux visages porteraient alors la trace de cette confusion première.
Cette figuration fait écho à l'idée d'un double tourné à la fois vers le dedans et vers le dehors, vers soi et vers l'objet, un double narcissico-objectal, simultanément même et différent de soi. Un double transitionnel dans le sens d'une mise en suspens de l'opposition entre différents registres de la vie psychique, comme le moi et le non-moi, le dedans et le dehors, le familier et l'étranger. Opposition que l'on va retrouver particulièrement mise à l'épreuve au moment de l'adolescence, à partir des phénomènes d'inquiétante étrangeté. Toute la question est alors de savoir ce qui se produit lorsque l'objet reflète mal les vécus subjectifs du sujet, lorsque la fonction miroir de l'objet se retrouve désajustée, voire défaillante. Dans ces conjonctures, le sujet rencontre de l'autre là où il aurait dû rencontrer lui-même, expérience qui sera source d'aliénation ou de confusion identitaire. C'est là une expérience dans laquelle ce qui est réfléchi par l'objet ne peut plus être assimilé à la trame du moi. On serait alors en présence d'une part de soi mal réfléchie par l'objet, mais qui va continuer à s'exercer dans le rapport que le sujet entretient avec lui-même, avec son miroir intérieur. On en retrouve de nombreux exemples dans la clinique, à chaque fois que le sujet se retrouve dans la difficulté, voire l'incapacité de se reconnaître dans son expérience, et où l'on observe une sorte de distorsion du miroir interne. Je me sens à côté de moi-même. J'ai l'impression de ne pas exister. Je ne ressens rien, j'ai l'impression de faire semblant d'être là et de ne pas être là. Je me sens vide. Ou encore, je ne me reconnais plus. Je me sens monstrueux. Il faudrait aussi penser à toutes ces situations où les sujets s'en remettent à ce que leur reflète leur miroir intérieur et qui brouille profondément leur perception d'eux-mêmes. On peut dire ici que l'ombre de l'objet tombe sur le moi. C'est-à-dire que l'objet double intériorisé devient une sorte de miroir terrorisant, monstrueux, ou encore un miroir déformant et aliénant qui menace le sujet. Dans ces cas-là, l'écart avec soi-même ou avec le noyau de son être devient trop important et écartèle la subjectivité. Ce qui m'amène maintenant à parler du double dans la relation thérapeutique. Cette question du double, on va donc la retrouver naturellement dans le travail clinique, particulièrement lorsque les patients seront en difficulté pour se sentir et s'éprouver eux-mêmes comme sujets. Par exemple, au moment de la crise pubertaire, lorsque le sujet ne peut se relier à lui-même ou qu'il se sent comme étranger à lui-même, il recherchera activement, au dehors, un double réflexif, un miroir externe pour pallier la fragilité de son miroir interne. Sans miroir, nous ne pouvons pas exister psychiquement. La construction d'un miroir interne est nécessaire pour exister et se développer subjectivement. C'est ce miroir qui permet, dès le plus jeune âge, de ne pas nous sentir seuls en nous permettant de nous relier à nous-mêmes. L'expérience auprès d'enfants, d'adolescents ou d'adultes souffrant d'une problématique narcissique identitaire permet de mettre à jour des modalités de lien en double qui se tissent entre le patient et le clinicien. Ces liens s'exprimeront par exemple sous la forme d'accordage, de moments de partage, sensations, affects, représentations, qui organisent la rencontre clinique, mais pourront également être considérés sous l'angle de la dynamique transféro-transférentielle. Et je vous propose donc quelques exemples pour vous faire sentir les formes cliniques que le double pourra prendre. Un premier exemple concerne une adolescente que j'avais rencontrée suite à un mal-être persistant. Cette adolescente de 13 ans présentait des troubles du comportement, des scarifications, des conduites à risque. Et donc, au début du suivi, elle est d'abord méfiante, mais un lien entre nous parvient à s'instaurer rapidement au point où elle me fit la demande explicite de pouvoir me tutoyer, ce que j'avais accepté, en étant prudent toutefois sur ce qui semblait en même temps s'exprimer dans le registre de la séduction. Le climat relationnel de la thérapie, rendu familier par le tutoiement, semblait lui apporter un étayage qui permit de l'aider à accueillir des vécus internes d'inquiétante étrangeté qui s'imposaient à elle. Ces troubles semblaient constituer une menace telle
qu'elle cherchait le plus souvent à s'extraire de ses vécus en faisant des fugues, en se retirant de la relation ou encore en se scarifiant. Elle disait « J'ai deux parties, une partie qui est moi et une partie qui n'est pas moi mais qui est moi quand même ». C'est-à-dire une partie de soi méconnaissable et menaçante qui, comme une ombre, obscurcit le rapport à soi et qu'il s'agit de faire taire, par exemple en se coupant. En me donnant à voir ces blessures, en cherchant à établir avec moi un lien de proximité presque familier, par le tutoiement ou encore en me plaçant dans une position de témoin, je pense qu'un des enjeux était de me faire éprouver une souffrance pour elle insupportable dans une forme de transfert en double. Dans cet exemple, qui peut résonner avec de nombreuses situations cliniques, la question du double peut se penser à différents niveaux. D'une part, il s'agit de penser comment le clinicien peut se retrouver dans la situation d'incarner un miroir absent ou défaillant chez le patient. Il est alors convoqué dans la relation thérapeutique pour coéprouver en double les vécus impensables du sujet. Il pourra alors réfléchir avec des mots, mais aussi avec son corps, ses attitudes, sa gestuelle, ses mimiques, ce qui n'a pas pu être réfléchi au cours de l'histoire. Ainsi, patient et thérapeute co-construisent une forme de lien en double et les conditions d'un partage possible. Une configuration transféro-contre-transférentielle en double permettant le déploiement des enjeux identitaires. Et où le clinicien peut se retrouver investi comme un double même, voire identique, un double idéalisé, persécutoire, ou encore un double intermédiaire, un double dont les qualités transitionnelles permettent de l'investir comme un autre soi-même, identique et non identique à soi. C'est-à-dire que l'autre est à la fois un même, c'est-à-dire pétri, façonné par les investissements en double, et en même temps, de cette mêmeté qui apporte un fond de sécurité à la relation, l'autre peut être aussi investi, au moins partiellement, comme un autre sujet. Ce qui veut dire que son altérité peut devenir accessible grâce à la continuité narcissique identitaire qu'offrent les investissements en double. L'objet n'est alors pas qu'un miroir narcissique, mais un miroir subjectivant, empreint d'une certaine altérité. Guy Lavallée a cette heureuse formule, il dit « Le clinicien devient cet autre à qui je me parle », c'est-à-dire qu'il devient l'interlocuteur transitionnel du monde. Sans doute pouvons-nous ici considérer l'idée d'une composante narcissique identitaire du transfert, une sorte de courant transférentiel en double qui peut se rapprocher du transfert de base ou de l'identification narcissique de base. Un transfert de fond au fondement du lien thérapeutique et du lien à l'autre comme semblable à soi. Ce courant transférentiel peut être pensé comme le support ou le véhicule de tout un pan de l'organisation interne et particulièrement les aspects relatifs à son identité subjective, à la réflexivité de soi à soi et au registre du narcissisme. Mais il serait aussi à penser simultanément comme un appel en direction de l'objet, un appel à répondre à un besoin de double, le besoin de s'assurer que le clinicien soit fait du même bois que lui. Je ne sais pas si c'est une expression qu'on utilise en espagnol. La misma pasta. Oui, oui. Ouais, la misma pasta. Oui. C'est sans doute lorsque ce transfert de fond manque à s'établir de façon suffisamment tempérée que d'autres formes de transfert pourront émerger et dominer la scène clinique. Transfert en double narcissique idéalisé ou encore transfert en double persécutoire qui font le lit des réactions thérapeutiques négatives. Dans ces conjonctures où l'ombre de l'objet est tombée sur le poids, le clinicien pourra développer, face à ces enjeux, une écoute de l'identitaire, c'est-à-dire une écoute de ce qui hante le sujet et trouble son identité et qui se retrouve actualisé dans le transfert. Cette écoute porte sur la façon dont le sujet cherche à se refléter ses propres états subjectifs par l'intermédiaire de son miroir intérieur. Elle permet de soutenir les capacités réflexives du sujet et de restaurer un dialogue intérieur entre ce qui surgit sous une forme étrangère, harcelante, envahissante, et ce qui peut commencer à s'exprimer sous la forme d'un regard critique et réflexif vis-à-vis de ce qui se produit en lui.
Ce qui fait écho à un autre exemple développé dans le livre à propos d'une patiente d'une 50aine d'années avec un lourd passé de maltraitance sexuelle derrière elle. Au cours de sa thérapie, elle parle de ses liens avec les hommes qu'elle rencontre, qui la malmènent, l'abusent, un peu à la façon dont elle était traitée elle-même par son père étant enfant. Ce que la thérapie a permis de montrer, c'est comment ces hommes qu'elle qualifie de monstrueux pouvaient en même temps incarner une partie d'elle, un monstre interne qui la disqualifie, l'agresse, un double interne monstrueux, tous plus abusifs les uns que les autres. Lors d'une séance, la patiente exprimera d'ailleurs le fait qu'elle voit souvent le visage de son père lorsqu'elle se regarde dans le miroir. Une des questions que l'on peut se poser à partir de cette clinique, c'est comment il était sans doute nécessaire pour elle, au-delà d'une solution purement masochiste, de maintenir un lien avec une partie de son identité non appropriable, mais néanmoins essentielle pour continuer à se sentir exister, peut-être en fréquentant ces hommes. La suite de la thérapie permit progressivement de faire advenir un autre regard sur elle-même en faisant tour à tour endosser au thérapeute un rôle de double monstrueux, puis idéaliser un double porteur du mal perçu de soi, du mal aimé de soi, porteur de l'ombre de l'objet tombé sur le moi. Plus largement, cette fonction double à l'œuvre dans la relation thérapeutique et dans le transfert s'actualisera au sein même du dispositif de soins. C'est-à-dire que le dispositif de soins doit pouvoir être investi à minima comme une extension de soi. Il doit pouvoir être trouvé, créé comme un objet pour soi et pourvu de qualités réflexives. Un bon dispositif est un dispositif qui, dans ses modalités, ses caractéristiques propres, doit pouvoir apporter une réponse aux besoins psychiques du sujet, mais une réponse ajustée, une réponse adéquate. C'est la raison pour laquelle certains dispositifs doivent pouvoir se co-construire ou évoluer pour continuer d'être investis et utilisés de façon adéquate. Cette caractéristique implique de la part du clinicien d'accorder une attention sensible à la façon dont le patient a besoin d'être écouté. On se souvient, par exemple, dans l'histoire de la psychanalyse, d'Emmy von Haen qui interrompra Freud en lui disant de ne pas bouger, de ne rien dire, de ne pas la toucher et de la laisser parler, ce qui résonne comme une indication anticipée de la future règle de libre association au fondement du cadre psychanalytique. En appui sur cette dynamique de co-construction, le patient est en quelque sorte conduit, invité à prendre sa place, à trouver, créer les conditions d'élaboration de ses propres expériences subjectives, ce qui suppose une forme d'effacement du narcissisme du thérapeute. S'effacer ne signifie pas qu'il s'absente, mais qu'il puisse se décentrer et adopter un point de vue du dedans en ajustant son mode d'intervention ou les paramètres du dispositif aux caractéristiques du fonctionnement psychique du patient. On peut se représenter ce travail de co-construction transitionnelle du dispositif clinique comme résultant du chevauchement des aires subjectives du patient et du thérapeute, chacun apportant, en fonction de son rôle et de sa place, sa contribution au processus thérapeutique. Cette dynamique de co-construction permet aussi l'émergence d'un jeu possible, non seulement au sens d'un écart qui peut autoriser un réglage, mais aussi au sens de pouvoir jouer avec le dispositif. Donc ces quelques remarques cherchent à mettre l'accent sur les implications cliniques et thérapeutiques d'un modèle du double, un modèle parmi d'autres, bien sûr, mais qui permet d'éclairer certaines configurations transférentielles à la lumière de la construction d'identité et de la subjectivité au cours du développement. Merci beaucoup pour votre attention. Bueno, muchísimas gracias. Johan, muchísimas gracias por tu presentación. Vamos a abrir ahora un coloquio, de manera que los asistentes en presencia o a través de Zoom podáis intervenir. Por supuesto, los de Zoom ya sabéis que es a base de levantar la mano y vamos a iniciar el coloquio. Je vois très bien. Très bien. C'était très bien.
Sí, pero puedes coger el micrófono y usarlo. Bueno, yo quería felicitar al ponente porque realmente es un excelente trabajo y es unas ideas las que ha plasmado tremendamente originales y bastante novedosas. A mí solamente me gustaría una pequeña aclaración porque, bueno, he seguido perfectamente gracias a la traducción todo el hilo de la charla perfectamente. Felicidades también por la traducción porque es muy buena. Pero hay algo al final del texto que me gustaría que aclarara. Porque me he quedado con las ganas de desarrollarlo un poco más, aunque intentaré leerme el libro entero, que seguro que está perfectamente desarrollado. Pero en el caso de la mujer que comentas, que intenta buscar que los hombres la traten como su padre la había tratado, como una manera de sacar ese monstruo que llevaba como espejo interno, sacarlo hacia afuera. ¿Cuál era la posición? Porque en el texto dices que el terapeuta asume el rol del doble monstruo idealizado o el rol del portador del mal recibido. ¿Me lo podrías explicar un poco más, por favor? Elle te remercie beaucoup les nouveautés cliniques que tu as exposées. Et elle a suivi le texte, mais elle te demande sur le cas de la femme avec le père qui a un double monstrueux. Quel est le rôle du thérapeute dans ce... Quelle est ta position? Elle veut que tu éclaircisses ce... Oui, alors merci beaucoup pour ce retour. La position du thérapeute par rapport à ce mouvement transférentiel complexe qui effectivement le place en position de double monstrueux produit un effet dans la rencontre qui est difficile, alors qui en même temps succède à des mouvements en fait de forte idéalisation. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose qui vient se modifier, se retourner, s'inverser quasiment. Et ce qui est intéressant... Oui, sí, parce que c'est... bueno, dice que la posición del... Bueno, muchas gracias por tu pregunta, y que la posición del terapeuta es muy compleja porque produce un efecto inicialmente como de una... produce un efecto de una gran idealización. Es decir, que el terapeuta recibe un impacto de unas investigadoras. Il reçoit l'impact des investissements différents. Non, c'est ce que tu... Oui, et ce qu'on peut dire, c'est qu'il incarne à ce moment-là, dans le transfert, ce double monstrueux auquel elle est elle-même collée dans un premier temps. Encarna la transferencia, ese doble monstruoso al que está pegado ella. Quand elle se voit dans le miroir, elle voit son père. Cuando se ve en el espejo, ve a su padre. Et du coup, quand le thérapeute se retrouve à devoir incarner le miroir monstrueux, le double monstrueux, cuando tienen que encarnar el doble monstruoso, el terapeuta, il s'agit d'accueillir, c'est-à-dire de soutenir le processus qui va permettre à la patiente de se décoller de ce double monstrueux, que va a permitir al paciente despegarse de ese doble monstruoso, de le faire vivre à un autre, de hacérselo vivir a otro, pour pouvoir elle-même effectivement accéder para poder acceder à une autre façon de se percevoir. A otra manera de percibirse. O sea, a través del otro se despega de la propia identificación mimética. Oui, et dans un partage où, effectivement, en tant que clinicien, il y a bien des interventions sur les liens avec son histoire, les liens avec son père, et qui font sens à ce moment-là pour la patiente. Sí, va a haber muchas intervenciones que están relacionadas con el padre. Es decir, en ese devenir, ¿no? Contratransferencial,
ella va a devolver, ella no, no, Luis, él va a devolver mucha vinculación con el padre en relación a lo que le está llevando, ¿no? Pilar, usa esto. Ah, sí, ay, perdón. No, usa ese y tú. Vale, vale, ok. A ver. ¿Tenemos alguna pregunta más? A ver si alguien de Zoom está levantando. Vamos a ver. Si hay peticiones de palabra. Ah, pues adelante. Bueno, muchísimas gracias por tu excelente charla, Josep. Siguiendo un poco la pregunta de Belén, la verdad es que me han surgido muchas cuestiones cuando hablas de este tipo de transferencia, porque entiendo que en la transferencia de A doble, la chica te coloca en algún momento transferencialmente en el lugar, ¿verdad?, del padre, con lo cual está, entiendo, evacuando o posicionando en ti algo negativo. Ahora, mi pregunta es, porque lo mencionas también, ¿cómo trabajas el riesgo que esto conlleva con lo que llamamos reacción terapéutica negativa? Es decir, el problema posible de acting, de salida del encuadre o de abandono del proceso en ese momento en que te está precisamente a ti colocando en ese lugar. Es decir, mi pregunta es si puedes mostrar algo en ese momento a ella, en la interpretación, algo que diferencie de la posición, digamos, del padre, para que ella, digamos, haga una transferencia de avance, o sea, por ejemplo, en el sentido que dice Marian Tolpin, una transferencia de avance donde ella pueda seguir y no haga esa reacción terapéutica negativa con un riesgo de acting. Y muchísimas gracias y enhorabuena. Pas tout compris. Tu as compris? Pas tout, non. Ah, alors, comment tu travailles avec cette densification de la transférence négative? Oui. Comment tu travailles la réaction thérapeutique négative? Parce que l'actide ou la fuite ou tout ça, comment tu travailles pour pouvoir relancer le processus? Alors, c'est toute la question, c'est-à-dire de comment on va pouvoir, dans le transfert, accepter, au fond, d'éprouver avec le patient, ou d'accepter d'éprouver ce que le patient, justement, se retrouve être en très grande difficulté, en fait, à éprouver. C'est-à-dire qu'on est dans des situations qui renvoient à des états de détresse tels que ce qui se transfère, c'est précisément ce qui n'a pas pu, à un moment donné, s'inscrire et qui va du coup se répéter. Et une modalité, une modalité très importante, ça va être justement la question de la survivance du thérapeute, la survivance de sa pensée, de pouvoir continuer en fait à penser dans la relation, là où justement le patient, la patiente se retrouve aux prises avec quelque chose d'extrêmement destructeur. Et il me semble qu'il y a là quelque chose qui s'intensifie très fortement autour de cet enjeu. Je crois que tu dois expliquer la transference par retournement. Oui, oui, c'est ça. Tu dois expliquer ça. Bueno, ahora voy a explicar una cosa que igual aclara, ¿no? Bon, tu dis un mot. Sí. Entonces, lo que él dice es que todo el reto es cómo atreverse, o sea, cómo aceptar el terapeuta el experimentar todo lo que el paciente no ha podido inscribir en su registro simbólico, grandes sufrimientos y grandes ansiedades y derrumbes psíquicos que el paciente no ha podido inscribir y que se lo está lanzando al terapeuta para que, sintiéndolo, se lo devuelva, que es lo que se llama transferencia por retorno, que lo ha dicho que te lo explique, y que el reto mayor es que el pensamiento del clínico sobreviva a esos envites afectivos, ¿no? Un complément par rapport au transfert.
Il y a une phrase de Roussillon qui est très éclairante par rapport à ça. Il dit, le thérapeute doit pouvoir incarner, en quelque sorte, le miroir du négatif du sujet. Sí. Dice el Roussillon que tiene una frase que está muy bien, que dice, el terapeuta debe poder encarnar el espejo de lo negativo, es decir, de aquello que no pudo inscribir o subjetivar el paciente de sí mismo. Le négatif du sujet, en l'occurrence, c'est ce qui n'a pas pu être suffisamment bien reflété de façon adéquate Sí. par l'environnement. Es aquello que no pudo ser reflejado adecuadamente por el entorno y que es una oportunidad. C'est une opportunité pour que soit reflété et pouvoir l'inscrire, ¿no? C'est ça. Es una oportunidad para que a través de esa aceptación de eso que está sintiendo se le devuelva de forma especular. Sí. Et dans ce type de transfert, au fond, la patiente fait éprouver au thérapeute, à l'analyste, ce qu'elle-même, effectivement, n'est pas en mesure d'éprouver. Sí. C'est le retournement, c'est-à-dire qu'elle se fait l'agent de ce à quoi, à un moment donné, elle a été assujettie. Sí, 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 sí. Bueno, le hace experimentar al terapeuta lo que ya no ha podido experimentar. Sí. Ha subjetivado, lo ha subjetivado, lo no subjetivado en sí mismo. ¿No? Es complejo, pero... Interesante. No, muy interesante. Sí. Muy transfert par retournement. C'est le transfert par retournement qui Roussillon, oui, c'est ça. Alors, c'est un transfert narcissique. Et ce qui est important, c'est que les transferts par retournement, ce sont des transferts en force. Sí, son transferes. Mira aquí. Ay, perdón. Son transferencias como de pulso, ¿no? Sí, como de pulso. Et la difficulté, c'est que le clinicien n'est pas toujours en mesure de faire la part des choses entre ce qui vient de lui et ce qui vient de l'autre. Sí, que a veces el clínico no puede diferenciar lo que es suyo de lo que le viene como un reto de sentir, ¿no? Y es, bueno, sí. Et oui, parce qu'il est dans une position de miroir. Está en una posición de espejo. Ça a été un peu démonisé par la psychanalyse classique, je crois. Ça a été un petit peu démonisé. Démoli? Non, démonisé. Démon, c'est-à-dire... Démontré? No, démonisé. A ver, ¿cómo se dice demonizado? Demonizado. Démonisado. Demonizado. On va le traduire. Ce type de transfert... Ah, démoniaque, d'accord. Il a été vécu comme attaque au lien, tu vois, et attaque destructeur, c'est ce que je veux dire. Oui, c'est ça, c'est un transfert en force, violent, et qui s'impose en fait au thérapeute, et qui en fait le met dans cette difficulté, dans cette confusion. Et c'est ça qui est effectivement à repérer, enfin qui fait partie justement de ce travail de transfert. On a eu Didier Anzieux qui a beaucoup travaillé aussi sur les formes de transfert paradoxaux. Où le thérapeute peut se sentir nul, incompétent par exemple. Pilar, traduce lo que tú has preguntado y lo que él ha respondido, por favor. Perdón, que es que me estoy viendo. A ver. Por eso, ¿qué le has preguntado y qué ha respondido él? No, pero es que no me ha respondido. No, tú no me has respondido. A ver, yo le he dicho que este tipo de transferencias tan complejas en el análisis clásico han sido demonizadas. Sí. Me parece que han sido contempladas como ataques al vínculo, como ataques destructivos y que provocan una contratransferencia también violenta a veces, ¿no? Y de culpabilización al paciente. ¿Tú m'as compris? Pas complètement. Alors, Désolé. Alors, je dis que ce type de transférence dans la psychanalyse classique ont provoqué des interprétations en lien avec la destructivité de l'attaque et ont culpabilisé les patients. C'est ça. ¿Tú estás d'accord? Oui. Dilo, lo que le acabas de decir, De acuerdo. Dilo en español. No, que le he dicho lo que he dicho antes. Okay. Sí. Bon. Ana María. A ver. Ana María.
Muchas gracias, ¿no? Por el trabajo. Espera. Micrófono. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias por este trabajo que me parece muy interesante. Estaba pensando un poco, pero me hacía pensar en las dos vertientes a la hora de poder contemplar el sufrimiento psíquico del paciente, ¿no? Pensaba en la vertiente intrapsíquica del paciente en relación al doble transicional y en la vertiente interpsíquica con el analista, ¿no? En la sesión. Entonces, desde luego me parece estupenda esa forma de trabajar en la transferencia, entiendo que también en la contratransferencia con el paciente, porque me hacía recordar un poco algo que decía Green en relación a estos pacientes difíciles con los tiempos, ¿no? Que estos pacientes es como que, digamos que invisten mucho, o sea, el objeto se convierte a veces como un objeto muerto, tío. Entonces lo que hacen es que invisten la ausencia, ¿no? Aunque el objeto esté presente, pero ellos invisten la ausencia como una ausencia de esperanza. Por eso, cuando Green habla también de la apuesta divinal, creo que tiene a lo mejor algo que ver con esto que estás hablando de ofrecerse al analista también como un doble para el paciente, ¿no? Donde mirarse. Ahí estoy muy de acuerdo, pero cuando entramos en el aspecto de lo intrapsíquico, me cuesta un poco más, porque a mí me viene mentalmente la idea del superior, cuando tú estás hablando, ¿verdad?, del doble. Me viene la idea del superior en el sentido de el yo en sus dos caras, ¿no? El superior, perdón, protector y el superior sádico perseguidor, ¿no? Entonces, me gustaría un poquito, si tú puedes un poquito discriminar un poco esto que hablas, pero en relación a cómo el paciente se vive a sí mismo internamente, ¿no? O sea, cómo llega antes a la consulta. Esa es un poco la pregunta. Gracias, muchas gracias. Bon, c'est compliqué. Je vais essayer de la traduire, c'est un peu complexe. Je commence par te dire que merci beaucoup, c'est très intéressant. Elle pense aux deux versants du patient, l'intrapsychique, Oui. l'intersubjectif. Oui. Et elle parle de Green quand il disait les tons de l'objet et que le patient investisse l'absence de l'objet. Yo no entendí muy bien lo que dice Green, ¿eh? Si me lo puedes explicar. No lo he entendido muy bien porque no lo entiendo a Green lo que dice ahí. No sé si no lo he entendido a ti. Sí, sí. Le patient, en su tiempo, tiene el objeto, él lo vive como un objeto muerto, esté presente o ausente. Pero él lo que va a hacer siempre es investir la ausencia. Bueno, espera. Le patient investe l'objet comme un objet mort malgré qu'il soit présent. Aunque esté presente, lo viste como un objeto muerto. Sí. Vale. Ausente. Como un objeto ausente, aunque esté presente. Il investisse l'objet absent malgré qu'il soit présent. Oui, alors je ne sais pas si on est du côté de l'absence ou si on n'est pas du côté justement d'une hyper-présence au sein même justement de sa psyché, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'impose tellement que ça vient presque, pour le coup, l'absenter elle-même, ou en tout cas la mettre dans cette situation terrible de ne pas pouvoir être en mesure de s'approprier en quelque sorte ce qui se joue dans l'ici et maintenant, au moment où les choses s'actualisent en séance à ce moment-là. C'est comme une hallucination négative, par l'hyperprésence. J'en parlerai pas comme hallucination négative, parce que dans l'hallucination négative, il y a quelque chose qui manque au niveau de la relation intersubjective. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la construction, à un moment donné, de la représentation de l'absence. On est dans la représentation de l'absence de représentation. Alors que là, il me semble qu'on est vraiment dans quelque chose qui touche à cette dimension d'une hyper-présence qui fait que du coup, c'est extrêmement intrusif, c'est violent, c'est effractif, et que ça s'impose aussi en même temps dans la relation thérapeutique. Il me semble qu'on est vraiment... Enfin, la question du double telle que je la travaille s'inscrit du côté vraiment plus d'une psychanalyse de la présence, d'une psychanalyse de l'absence.
Sí, a ver, está hablando, sí, bueno, está hablando de lo de Green, que según él tiene que ver más bien con una hiperpresencia, ese tipo de mecanismo, con una hiperpresencia del terapeuta que no le deja, il n'y a pas d'espace entre no, thérapeute et patient. Oui. Me surtout, bueno, si quieres pasamos de lo de Green, porque igual no estamos de acuerdo en lo que decía Green o deja de decir. Bueno, peut-être on n'est pas d'accord de sa lecture de Green. Oui, mais il y a peut-être ce problème de traduction. Oui. Mais ce que je peux ajouter, peut-être, c'est Lo que puede añadir, qu'on a affaire, il me semble, à une incorporation. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans une intériorisation d'un objet qui va être différencié à l'intérieur de soi, Sí. mais on est dans une incorporation. sí, sí, tiene que ver con una incorporación, no tanto con una introyección donde hay diferencia sujeto-objeto en el interior del psiquismo. Es decir, se trata de una incorporación donde hay un emborronamiento sujeto-objeto, ¿no? Et dans l'incorporation, Sí, l'objet reste très présent sí, en la incorporación el objeto está demasiado presente, et il garde son altérité à l'intérieur. está su alteridad en el interior. Et il va presque se faire passer pour le sujet lui-même, Se va a hacer pasar por el sujeto mismo, à travers le fait qu'il incarne le Sí. miroir intérieur encarna el espejo interior. auquel la patiente, auquel le sujet s'aliène en quelque sorte. Sí, sí, bueno, sería como la identificación avec l'agresseur, quelque chose comme ça. Alors, on peut en parler en termes d'identification avec Je peux hablar l'agresseur, de- on peut en parler en termes d'identification projective, mais il me semble qu'en en parlant justement à partir de la question du double, on réinscrit aussi le processus dans un développement historique Sí, par rapport à la construction Sí. identitaire et ya. Ya sé, pero esto que estás diciendo es interesantísimo, porque estás planteando una nueva cuestión absolutamente novedosa de la transferencia, tal cual la entendemos, porque ahora creo que te estoy entendiendo. Vienes a decir que hay un momento que construyes un vínculo y una situación analítica donde, a ver si lo consigo explicar, tú eres de algún modo en ese momento el propio yo del paciente, o sea, hay algo en espejo realmente que estás asumiendo tú en ese momento. No sé si lo he entendido bien, Sí, ¿no? sí, Lo sí. que se trataría el doble transicional, Sí. porque eso sí me parece absolutamente novedoso, interesantísimo, porque nos rompe el modelo de lo que entendíamos la clásica transferencia en psicoanálisis. Es decir, en ese momento, efectivamente, tú ocupas un lugar realmente especular. ¿No? Sí. No sé si es así, sino... j'ai presque compris, mais Il dit que tu poses des nouveautés dans la transférence parce que on construit une situation analytique où tu es le moi du patient comme miroir spécularisant. Es así. Sí. oui, et c'est la phrase de Guy Lavallée que j'ai citée tout à l'heure dans mon Esa intervention. frase de Guy Lavallée que la citado. Le thérapeute devient cet autre à qui je me parle. El terapeuta es otro a quien me hablo. À qui je parle, Sí. mais à qui je me parle, dans les deux sens. Ah, no, pero es que No, tú habla aquí. Vale, vale. Sí, es muy distinto. Es muy distinto. Es muy distinto, claro. Pilar, quiero Ah, sí, a ver. Muy bien. Teresa. Teresa, a ver. Teresa. Vamos a ir por eso. Bueno, merci beaucoup. Realmente, muchas gracias. Hay como tres cuestiones que je voudrais poser. Premièrement, quelle est la place de l'identification dans la construction de l'identité d'une personne pour vous? Deuxièmement, Winnicott
a parlé de la répression dans l'analyse, dans son livre, le livre d'un processus analytique d'un patient. Bueno, voy a seguir para que te reduzcas tu vida. Y que es muy interesante lo que tú describías, de que casualmente a Winnicott le pasa todo eso con ese paciente. Digamos que él está sosteniendo esa regresión del paciente para que el paciente realmente sienta que está creando algo nuevo. Y me ha recordado ese paciente. No me acuerdo el nombre del paciente, es todo un libro del paciente que se llama en francés Relato del paciente. Marga del Lit. ¿Qué? Marga del Lit. No, el paciente es de Winnicott. Pues por eso el paciente que tú refieres del relato es el análisis de Marga del Lit. No, es un hombre, es magnífico, todo el libro es de ese paciente, seguro que lo conoces. Espera, ¿te importa que traduzca? Sí. No, a ver, en español. Primera pregunta, ¿cuál es el lugar de la identificación en tu teoría? Y enseguida, segunda cuestión, Winnicott ha hablado de la regresión. Régression. Regresión. Regresión. Régression. No represión, regresión. Regresión, ¿no? Y lo que c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'il soutient la réversion d'un patient dans un livre. Tu connais le livre? Oui, ça fait partie de sa pratique, effectivement, oui, où il accompagne la régression des patients, il peut apporter une couverture. Oui. Alors, il va continuer, oui. Y la tercera cuestión. ¿Qué piensas en la construcción de la identidad? Siguiendo a Winnicott, del elemento femenino puro, que él le da tanta importancia en lo que hace al ser. Muchas gracias. Bueno, c'est le patient avec la régression. S'il y a des similitudes avec ton modèle, je crois que demande ça. Et après, la construction de l'identité à liaison avec la féminité primaire. Non, l'élément féminin pur. Oui, pardon. El ser. No sé cómo se dice. Los femeninos. Pardon? Avec la question de l'être. L'être féminin pur. Ben oui, oui. Alors, je peux commencer par la dernière question pour dire que je n'ai pas beaucoup d'éléments de réponse, c'est-à-dire du côté du féminin pur. Ce n'est pas quelque chose que j'ai creusé et ça risque d'être un peu frustrant. Sí, que no tiene aquí muchas cosas que aportar en cuanto al elemento femenino puro. Sí. Je serais très intéressé d'en discuter avec Teresa, peut-être tout à l'heure, ou à un autre moment. Sur la question de l'identification, l'autre question que tu poses, quelle est la place de l'identification au fond dans ce modèle? Effectivement, c'est vrai que c'est une question que je me suis posée. L'identification, c'est ce processus par lequel on assimile certains traits de la vie psychique de l'autre, d'un personnage significatif souvent de l'histoire. Mais j'ai vraiment, je dirais, fait une centration sur la question du double, aussi du fait qu'on est vraiment dans un lien de réciprocité. C'est-à-dire qu'avec l'identification, on n'est pas dans quelque chose forcément de réciproque, là où le double me semble effectivement être de ce côté-là, c'est-à-dire du côté aussi de ce qui va résonner, de ce qui va se partager. On est vraiment dans un partage. Alors, il y a certains auteurs qui ont parlé quand même d'identification primaire, intersubjective ou intersubjectialisante, par exemple. Donc, on retrouverait ce modèle de l'intersubjectivité et de l'intrapsychique que le modèle du double transitionnel cherche à articuler, c'est-à-dire à la fois
le fait que c'est quelque chose qui se produit, se déploie dans la relation à l'autre, et un objet investi en double, et que ensuite c'est quelque chose qui va pouvoir faire l'objet d'une intériorisation. Et là, on va retrouver les incorporations, les introjections qui nous permettent de développer ces aspects qui me paraissent peut-être plus complexes à traiter avec la notion d'identification, parce qu'il y a quand même beaucoup de définitions aussi d'identification. Sí, bueno, sí, bueno, has entendido, es interesante lo que dice. Dice que la identificación es un proceso por el que se asimilan rasgos del otro, pero hay una diferencia con la temática del doble, ¿no? Que son identificaciones primarias intersubjetivas donde hay una reciprocidad sujeto-objeto. Es decir, la identificación sobre todo es lo que acoge el sujeto del objeto, pero no hay una dinámica intersubjetiva, o sea, no hay una reciprocidad donde ambos, si ces objets vont changer, ¿no? avec les identifications narcisiques primaires. Oui, alors, los dos, hay una mutualidad creativa, algo así, ¿no? Sí, on parlait d'identification narcissique primaire, où moi j'aime beaucoup utiliser les termes d'incorporation, d'introjection, en lien effectivement avec les effets de mirroring, de double, d'écho, de partage, qui sont effectivement à l'œuvre dans la relation et qu'on repère aussi par ces modalités d'accordage qui avaient été décrites par Stern. Et il me semble qu'effectivement ces notions d'incorporation et d'introjection nous disent aussi quels peuvent être le destin des processus par lesquels se déploie justement cette dynamique relationnelle en double, en écho, en résonance, en partage, on pourrait dire en double. Sí. Habla sobre todo, lo habéis entendido, ¿no? De dos tipos de internalizaciones, que es la incorporación y la introyección. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu incorporation, parce que c'est très intéressant. L'introjection, c'est ce qui nourrit le moi, c'est ce qui permet effectivement une transformation, une maturation, ça produit de la croissance psychique. La introyección genera un crecimiento psíquico, nutre al yo. Elle crée des objets internes suffisamment différenciés, intégrés à la subjectivité. Suficientemente diferenciados e integrados en la subjetividad. Alors que par opposition, l'incorporation, eh bien, a tendance plutôt à déformer le moi, puisque l'incorporation contient une part d'altérité, qui peut être celle de l'objet comme celle du sujet, que puede ser tanto del sujeto como del objeto, un amalgame, un mélange, una amalgama, mais qui du coup produit un effet de déformation, voire d'aliénation, produce una alienación, una deformación, du fait de cette relation intrapsychique, por el hecho de esa relación intrapsíquica, avec cet objet miroir, con ese objeto espejo, mais qui n'est pas différencié, que no está diferenciado, ou peu différencié. Que está poco diferenciado. Es decir, que la introyección genera la distancia, yo, ¿no? La introyección génère une distance moins nécessaire pour la croissance du moi, tandis que l'incorporation, ¿no? Oui, c'est ça. On est vraiment dans deux processus. No, al revés, ¿no? Mientras uno genera crecimiento porque hay una alteridad diferenciada, el otro no, porque está confundido. Se nos ha quedado... il nous manque la réponse à Anna Maria, pardon à Anna Maria, parce que luego nos hemos liado con Green, en relation sur moi, parce qu'elle trouve des résonances avec la théorie du double, avec le surmoi. Alors, qu'est-ce que tu peux expliquer de le surmoi sévère et cruel, le surmoi protecteur, et la dynamique du double? C'est un tema muy interesante. Et yo también estoy trabajando. Oui, alors c'est toujours une façon d'aborder certains concepts, peut-être à partir d'autres notions, c'est-à-dire sur des angles différents. Et c'est vrai que par rapport au surmoi sévère et cruel, il me semble qu'on est tout à fait en présence d'un incorporat, c'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose quand on parle du surmoi, on parle au fond de l'intériorisation des interdits parentaux et de toutes ces déclinaisons.
Probablement que quand on est dans des surmois archaïques sí, qui s'imposent la subjectivité, donc du côté de la sévérité, de la cruauté, sí, il me semble que c'est quelque chose qui vient se rejouer sí, sur la scène interne, de soi à soi, de ce qui s'est mal joué ou de ce qui s'est joué, mais d'une façon effectivement rigide, avec des exigences, et qui vont en même temps avoir cette fonction surmoïque, c'est-à-dire que ce sera une sorte de cahier des charges à suivre pour le sujet. C'est quelque chose qui va lui imposer aussi une certaine conduite, d'où la dimension surmoïque, mais il me semble qu'on peut faire à cet endroit-là l'articulation avec le goût. A ver, luz a la fin. Oui, non, mais... Yo compris, que el superior severo y cruel es muy interesante lo que dice, está más en la línea de la incorporación. Es un superior arcaico donde lo que se jugó fuera entre el objeto y el sujeto no le permitió introyectar, yo diría, introyectar un superior o un objeto donde no fuera el sujeto objeto de imposiciones o de aplastamiento del propio yo. Entonces se incorpora y dentro aparece de nuevo ese escenario donde no hay, digamos, una transicionalidad de surmoi. Je crois que c'est un concept, bueno, ahora se lo digo yo, ¿no? Le surmoi sévère et cruel n'a pas une transitionnalité, n'a pas joué une transitionnalité du surmoi, tel que Gonzalo. Oui, on peut dire que c'est une forme de détransitionnalité ou non transitionnalité. Detransitionnalizada, una forma de transicionalizada del superior, no transicionalizada. Es decir, el superior no tiene el toque propio, ¿no? Que es el toque propio identitario que tiene que ver con introyecciones, más que con incorporaciones, ¿no? Sigue preguntando, aprovechar que está aquí. Bueno, que es una pena, ¿verdad? A ver, sí. Muchas gracias por la presentación. Una precisión terminológica en la línea de la que planteaba Manuel Esteban. Sí. Porque yo soy de otra tribu psicoanalítica sí. y entonces no. Concretamente, ¿cuál sería, si es que la diferencia entre subjetivación e identificación? Porque a partir de una pequeña frase que he destacado del texto, la dificultad de experimentarse a sí mismo como sujeto. Me parece que experimentarse tiene una cualidad fenomenológica, pero estoy todo el rato jugando con la idea de lo identificatorio y la idea de subjetivación. Y esto me resuena, porque uno ha tenido su época lacaniana, a la diferencia entre los registros imaginarios y simbólicos. Je crois avoir compris, c'est-à-dire que pourquoi identification et pas subjectivation? Parce qu'il peut y avoir des identifications aliénantes, il peut y avoir des identifications incorporatives, il peut y avoir des identifications qui empêchent le fait de devenir sujet. Alors, subjectivation, on peut l'entendre du côté de l'appropriation subjective, de se sentir soi-même, de s'éprouver soi-même. On est du côté de l'expérience aussi, de s'éprouver soi-même comme sujet, d'être suffisamment aux commandes, au fond, de son moi, d'avoir une forme de contrôle et de pouvoir se reconnaître aussi comme tel, et de se développer en appui justement sur cette reconnaissance. L'idée de la subjectivation, c'est que elle est étroitement liée pour moi à la réflexivité. C'est-à-dire que c'est la réflexivité qui produit un effet de subjectivation, le fait de se relier à soi-même, lorsque l'autre, l'objet, a reflété des éléments de la vie psychique du sujet de façon suffisamment adéquate, de façon suffisamment ajustée. ¿Entiendes? Sí. Ah, no, no se va.
Ya estoy un Pongo cara poco... de que sí, pero no. A ver, no. Simplemente, bueno, las identificaciones pueden ser, es decir, la subjetivación, vamos a decir, es la salud, es lo que va en la línea de la salud, es lo que va en la línea del crecimiento del sujeto, ¿no? Mientras que las identificaciones pueden ser alienantes, pueden ser patológicas, ¿no? Entonces, lo que crea subjetividad es la reflexividad. La palabra, bueno, a ver, la palabra reflexividad a mí en español siempre me ha parecido que genera un poco de confusión, porque es el acto de reflejar, no de pensar. Es la especularización por parte del objeto y que luego se convierte en una especularización intrapsíquica. Por eso antes en la presentación que he hecho he señalado lo que es la matriz conceptual que él dice, proceso identitario, reflexivo, subjetivante. La definición de proceso identitario, que crea continuamente subjetivación si se está especularizando bien por dentro, devenido de un objeto que pudo especularizar bien, y si no se interrumpe el proceso. Peut-être que je peux ajouter quelque chose. Avec l'identification, on pourrait parler d'identification à ce qui est réfléchi par l'autre. Ce qui n'est pas tout à fait pareil qu'une identification simple. Une identification à ce que l'autre vient nous refléter de nous-mêmes, ce qui fait qu'il y a une boucle réflexive, c'est-à-dire que l'autre, l'objet, participe au processus et produit on pourrait dire cette subjectivation, ce travail d'appropriation de l'expérience qui a pu être convoquée dans la relation. Je sais pas si tu oui. Identification, l'objet n'a pas participé. Tu dis ça. Tellement. C'est-à-dire que dans l'identification, on est dans un processus où on va assimiler en fait. Oui, mais sans la participation. Alors que, il me semble que le double introduit l'idée, effectivement, d'une réflexivité, c'est-à-dire qu'il y a bien l'idée d'une identification, d'une assimilation, d'un mouvement qui va vers l'intérieur, mais qui prend en compte la façon dont l'objet, l'autre, a pu le refléter. Et c'est ce qui permet justement aussi ce travail de subjectivation et de soutenir l'identité. ¿No? A ver, no. La identificación dice, voy a añadir algo más, y es que la identificación coges algo del objeto, pero mientras que en la subjetivación ha habido una participación reflexiva del objeto que a ti te permite subjetivarte con esa participación activa, mientras que la identificación, igual la participación no es la de reflejarte y no es tan activa por parte del objeto. ¿Entendido? C'est une théorie. Oui, et peut-être que ça, on peut le situer surtout dans la phase archaïque du développement, c'est-à-dire au cours du développement précoce, c'est-à-dire au moment de la constitution du narcissisme primaire. Esto se puede ubicar en el momento de la construcción narcisista primaria, en la época muy arcaica. Una pregunta, ¿verdad? Sí. Una cuestión, ¿verdad? Has hablado del papel del... has comentado el papel del superior y a mí me gustaría, en el caso de la mujer, de la paciente de 50 años, ¿cuál sería el papel del ello? Dans le cas de la femme, tu as parlé de ce point, mais Hélène demande le rôle du ça. Quel est le ça dans le... comment tu peux parler de ça dans le cas de la femme de 50 ans? J'aurais envie de dire qu'à un moment donné, ça s'impose à elle. C'est quelque chose comme ça qui s'impose, c'est-à-dire qui la déborde. Et le ça. Le ça. Oui. Ça s'impose. Ah, el ego se le impone, le desborda. Sí. Après, le ça, c'est ce qui, justement, n'est pas du tout subjectivé. No está subjetivado el ego.
mais c'est ce qui en même temps va s'inscrire quand même dans un mouvement vers l'autre qui comporte aussi l'idée d'un message et d'une attente. Pero si hacia el otro, ello se emite como un mensaje y una espera para inscribirse. Eso es un poco, según si yo, la pulsión mensajera. Voilà, on pourrait parler de pulsion messagère, de fonction messagère en fait de la pulsion. La función mensajera de la pulsión. Que eso lo dice donde ello se emite para que sea devuelto. Et que c'est pour ça que même dans ce qu'elle dit, il y a des choses qui sont extrêmement destructrices. En lo que dice, hay cosas muy destructivas. Mais qu'on peut entendre la façon dont ce qu'elle dit cherche peut-être aussi à être, à un moment donné, démenti par le clinicien. Pero busca que sea desmentido, o sea, que sea desmentido por el clínico. Démentir, par exemple, le fait que ce qu'elle vit comme expérience, ce serait une expérience impartageable. Por ejemplo, que no se puede compartir lo que está viviendo. Y ella busca que él lo desmienta. Es decir, que le diga, sí se puede compartir, ¿no? Oui. Accepter d'être un double monstrueux permet de faire sentir aussi à la patiente que ce qu'elle a à l'intérieur, ça peut aussi être à l'extérieur. Sí, aceptar ser un doble monstruoso es poder hacer sentir a la paciente que lo que está en su interior puede estar en el exterior. Y se puede compartir. Nos estamos. Sí, sí, muy bien. Muy bien. ¿Nadie por ahí quiere preguntar? A ver, de todos los que participan por Zoom, ¿hay alguno que quiera hacer alguna pregunta? Que levante la mano. ¿Así? ¿Qué dicen? Agustín. Tu veux rajouter quelque chose? Je vais ajouter, no, bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí y yo creo que os tenéis que comprar el libro, tomaros vuestro tiempo, pero es un libro que tiene una densidad metapsicológica y que tiene una sabiduría del encuentro, digamos, objetal, como ejecutor o como constructor del sujeto psíquico, que es impresionante. Para los clínicos, ya os lo he dicho, me parece que nos da unas herramientas muy valiosas. Yo creo que hay que tenerlo ahí, hay que releerlo y releerlo. Son esos libros que cada vez que lo vuelves a coger, lo descubres, ¿no? Sí. Una pregunta. Me has transmitido, yo sé, muchísimo como analista y el trabajo en el vínculo. Y quería preguntarte, porque entiendo trabajas con pacientes difíciles en una clínica actual y realmente supongo que esto te produce unas contratransferencias muy intensas, ¿no? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo vives ese trabajo en el vínculo? Porque entiendo que tu compromiso, por lo que te he conocido y por lo que me has transmitido, es muy intenso en ese trabajo con los pacientes para llegar a este grado de compromiso y a poder, como decías, ¿no?, mantener el encuadre, y que es un poco la pregunta. Y enhorabuena, de verdad, por tu trabajo. Bon, tu as transmis un travail du lien remarquable. Alors, il demande comment tu le fais, comment la maintenance de ta place avec le patient, comment tu le fais. L'intensité de ce travail dans le lien, sur le lien,
Merci beaucoup. Bon, C'est une question énorme, enfin, et en même temps qui est extrêmement intéressante. enorme cuestión. Sí. Mais j'ai envie de dire que, alors, c'est ce que je disais quand même à la fin de ma présentation, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est à travailler du côté de la façon dont le patient peut se sentir dans le dispositif qu'on lui propose, chez lui, c'est-à-dire en terrain connu, c'est-à-dire dans un lieu qui lui permette de s'y retrouver ou de s'y trouver quand il ne s'est pas trouvé. Sí. Que quizá el objetivo es que el paciente se encuentre en su propia casa y el sentirse en su propia casa le permita encontrarse cuando no se ha podido encontrar. O sea, es crear un territorio que es como anidar el encuentro del sujeto con sí mismo, que es lo que él ha presentado, ¿no? J'ai plutôt une pratique qui s'inscrit justement dans ce mouvement-là, c'est-à-dire que de faire en sorte de favoriser cette appropriation du dispositif par le patient. Et ça s'étend effectivement aussi à ce qu'il va pouvoir aborder. Alors, selon effectivement la méthode clinique, on va effectivement accueillir, on va suspendre effectivement notre jugement, mais on va aussi se laisser impacter, imprégner, et on va essayer aussi de survivre, et on va faire comme on peut, on va parfois naviguer à vue, et ce qui est très important, c'est que quand on a en tête qu'à travers ces mouvements destructeurs, à travers ces mouvements où on se retrouve à incarner des formes de doubles monstrueux ou des mauvais objets, c'est le fait de pouvoir le penser, eh bien ça nous permet de nous en décaler. On peut aussi en refléter quelque chose d'une façon différente, en ayant à l'esprit que, manifestement, ils se sont retrouvés face à des reflets négatifs de même, ou à des reflets désubjectivants potentiellement. Et c'est ce travail qu'on fait tous, au fond, mais qui me paraît absolument essentiel dans cette clinique-là. Donc c'est une clinique où on est là, on ne sait pas très bien ce qu'on fait, on accueille, on avance pas à pas, on se dit qu'on se trompe aussi à certains moments. Souvent, je vais dire aux patients, je vais vous dire quelque chose, mais peut-être que je me trompe. Corrigez-moi si je me trompe. Corrigez-moi si je me trompe. Et pour permettre, même si je pense parfois que je me dis que c'est quand même de ce côté-là, corrigez-moi si je me trompe, c'est une façon de le mettre à disposition. Bueno, pues ha dicho que es muy importante que el paciente se apropie del dispositivo que se le ofrece. En realidad es como una especie de co-construcción del dispositivo, de modo y manera que ahí puedan ir surgiendo esos movimientos destructivos para poderlos pensar, porque esos movimientos destructivos no han sido reflejados, o sea, han sido, digamos, sí, no han sido reflejados, luego no se ha podido apropiar de ellos. Entonces, ante la emergencia de esos envites pulsionales, bueno, lo digo yo, pues se va poco a poco, paso a paso, bueno, cotejando la situación, diciéndole, bueno, igual me equivoco, esto que le voy a decir, si me equivoco, por favor, corríjame, etc. Bueno. Je dis aussi, quand vous corrigez, si vous oui, voulez. Oui, je vais le dire. Si me equivoco, il faut que j'apprenne l'espagnol. Obligatoire. A ver, un momento, porque tenemos un comentario de Diana Gómez y lo voy a leer para ver qué le parece a nuestro querido autor. Dice, rectifico mi comprensión. El terapeuta es el objeto no dejando de ser sujeto, otro, que en doble permite que el sujeto se hable, se sienta y se escuche como un sujeto en una relación intersubjetiva. Muy bien. Très bien compris. ¿Lo vuelvo a leer? L'objet doit se mantener comme sujet pour que le patient... El terapeuta es el objeto no dejando de ser sujeto, otro,
que en doble permite que el sujeto se hable, se sienta y se escuche como un sujeto en una relación intersubjetiva. Se parle, bueno, la ballet dans la relation intersubjective. Mais ce que je comprends, ça veut dire que l'objet, effectivement, doit pouvoir jouer vraiment aussi pleinement son rôle de sujet, Oui, au service de la subjectivité de l'autre, oui, mais en étant bien présent oui, et en intervenant, en répondant en Oui. personne, oui, en s'impliquant aussi dans la relation, en faisant état de ce qu'il ressent, oui, oui. et donc en étant très présent dans le lien et dans les rapports à ses affects. Esto es muy interesante. Dice que tiene que mantenerse siendo muy sujeto, respondiendo, implicándose, siendo también mucho sujeto en relación con el otro, además de espejo. Tiene que ser sujeto. Bueno, dice que está gustoso. On peut ajouter que comme ce sont des sujets qui justement souffrent, Como son sujetos que sufren, comme ce sont des sujets qui souffrent précisément de ne pas être sujets, de no estar- ils de no viennent ser sujetos, chercher, ils viennent chercher chez le clinicien justement cette Bien. subjectivité. vienen a buscar esa subjetividad porque sufren de no ser sujetos. Pour que ça fonctionne, il Y para s'agit que funcione, effectivement vienen a buscar la pour le subjetividad. clinicien de mettre cette subjectivité Sí. au service effectivement du lien, au service de la Tiene que poner su subjectivité subjetividad al servicio del mismo. en Es decir, que souffrance. tiene que presentarse también como sujeto singular, avec une certaine singularité. Et oui, avec une singularité, avec un style, avec une personnalité, Eso, et eso qu'on doit pouvoir assumer. no, pas de neutralité, pas de neutralité en absolument, ¿no? No, La neutralité n'existe pas. no existe para nosotros. Muy bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Por esta atención tan- Bueno, si no hay ninguna pregunta del público, un momento, por favor, un momento, porque viene la parte comercial. ¿Cómo conseguir este libro? Los presentes tenéis ejemplares aquí y por favor no os vayáis nadie sin su ejemplar. Además lo puede firmar el autor. Los ausentes pueden siempre comprar los libros de Simática escribiendo a el correo admin, acabado en la N de Navarra, admin@simatica.com, para que imprimamos el libro en el país donde vive el comprador y se lo enviamos con un coste muy reducido de envío. Los de España que compren directamente el libro en la página web o al distribuidor, librospremisa.com. Dicho lo cual, creo que podemos cerrar el acto, agradecer la magnífica traducción y el trabajo que se ha tomado Pilar de pensar todo la catarata de texto que le ha soltado el Johan y luego la ha extractado para poder traducirlo de la mejor manera. Queda la traducción, queda el acto, lo estamos grabando, va a quedar colgado en el canal de Simática en YouTube para quien quiera después escucharlo lentamente y digerirlo, porque creo que vale la pena. Es un tema muy complejo que modifica una serie de posicionamientos básicos del trabajo psicoanalítico. A mí también me ha parecido muy interesante. Yo no he querido intervenir, pero bueno, estoy de acuerdo básicamente, y puedo decir que mi propia clínica se está modificando a partir de esta capacidad de no precipitar las interpretaciones y crear un clima de trabajo con el paciente donde el paciente se va sintiendo entendido, acompañado, y eso es un proceso de subjetivación. O sea que el trabajo de ese doble tiene un valor muy preponderante con muchos pacientes. Tengo ahora mismo un paciente adolescente que dice: yo no tengo nada que decir, todo está bien. Quiere decir, está tan mal que no es capaz de hacerse preguntas sobre sus dificultades. Entonces se trata de crear un clima de conversación, de temas que le van interesando y donde va sintiendo que alguien, un adulto, a diferencia de los adultos que no tiene, un adulto le va escuchando y va creando un clima de trabajo y va sintiéndose que empieza a ver ahí, se nutre, digamos que se va nutriendo su propia subjetivación.
Bueno, eres que no me podía aguantar. Comprendo todo. Muchas gracias, Manuel. Muy bien, pues ponemos fin al acto. Muchas gracias a todos y al Ateneo.